Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce club sécurité. Alors déjà, c'est une grande première parce que vous êtes là. Non. C'est une grande première parce que nous avons à l'ARSEC décidé d'enregistrer ces débats pour permettre de les diffuser au plus gros nombre. Une petite parenthèse, tout le monde a bien signé son droit à l'image. Alors c'était un problème technique, mais il le faut. Si vous souhaitez ne pas apparaître à l'image, il faut nous le dire maintenant parce qu'on pourra peut-être trouver des solutions pour vous protéger. Raison pour laquelle j'apparais moi en tant que club sécurité ARSEC, et tout le monde l'aura compris, pour des raisons de droit de prise de parole. Nous avons décidé au club sécurité, alors ils se présenteront tous, sont tous ici, hein, mes complices, Patrick Bonnefond, Geoffroy Castelnau, Olivier Giquel, et j'en oublie toujours un peu, Olivier Gigot. Nous avons décidé de vous proposer un sujet qui est intéressant, c'est nous avons tous vécu une relocalisation en grande banlieue ou en banlieue. Franchir la Seine, le périphérique, est souvent un acte de sacrilège pour nos collaborateurs. Déjà la Défense, vous imaginez même pas. Alors allez un peu plus loin. Saint-Ouen, Gennevilliers, voire Massy-Palaiseau, quelle horreur. Il peut nous arriver n'importe quoi. Parmi les grands témoins, nous avons un commissaire de police qui a été mon complice, si je peux me permettre l'image, lors d'un déménagement d'un groupe de presse à qui j'expliquais succinctement que la maison du chocolat, c'était aussi bien que chez Aquile. Le petit café qui était au bout de la rue, de l'autre côté, non seulement du périphérique, mais de la Seine. Alors je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner dans des groupes de presse parisiens. Enfin bon, on a perdu personne, c'est le principal, et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Garantir la sûreté de son implantation, c'est le thème qu'on vous a proposé. Et comment la réussir en zone urbaine de périphérique. Alors, en guise d'introduction à quelques actualités ARSEC, c'est la tradition. Tradition, on vous prend juste 2 minutes pour vous rappeler donc les différentes actualités. Alors, pour commencer, oui. Alors, les budgets ratios, indicateurs de l'environnement de travail. Nous lançons la campagne lundi prochain. Plus de 140 entreprises participantes. Aujourd'hui, nous venons juste de finir une expérimentation autour des différentes classifications de nos bâtiments par typologie. Par niveau de service et par technicité. Une présentation sera faite lors du Salon des achats et de l'environnement de travail le 10 avril. Il vous permettra de voir de nouveaux résultats et voir aujourd'hui comment l'ARSEG classifie au mieux justement les différents bâtiments par exploitation de bâtiments, par service, par moyens et équipements. N'hésitez pas en tout cas à nous questionner à la fin du club si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet. Le Workspace Expo, Salon des achats et de l'environnement de travail, donc aura lieu le 10, 11, 12 avril. Vous avez tous reçu normalement vos invitations. Nous aurons, peut-être pas tous, non, pas encore, on va s'en occuper. Un stand ARSEG, nous proposerons également 6 conférences, 2 par jour, des thématiques diverses et variées avec des très très bons intervenants qui seront présents. Vous pourrez revoir les intitulés de ces conférences sur le site internet de l'ARSEG ou sur le site de Workspace Expo. Et bien sûr, nous aurons une grande soirée le 11 avril. Vous êtes tous invités. Cocktail dînatoire et petite soirée derrière. Enfin, alors, par rapport aux événements club, notez dans vos agendas et vous pourrez retrouver ces informations sur le site de l'ARSEG. Actualité et agenda. Club bien-être, confort et bien-être au travail, quelles attentes et quelles priorités. Ce forum aura lieu le 15 mars chez LBC dans le 2e, 18h, 21h30, avec un petit modèle vous aurez un petit moment dînatoire juste après le forum. Club immobilier, immobilier vacant, comment optimiser les taux d'occupation, passer d'un centre de coût à un centre de profit. Latifa à coût d'Altran pilote donc ce club. Rendez-vous le 27 mars chez Seconddesk Neuilly. Seconddesk qui vient d'ouvrir des nouveaux locaux tout récemment à Neuilly. Ça aura lieu le matin de 8h30 à 11h. Le club digital, on va s'intéresser au big data. Impact sur les métiers de l'environnement de travail et exploitation des données. Grand sujet actuellement. Donc ça aura lieu chez Bureau Libre, espace de génie des lieux. C'est dans le 15e à Paris, de 18h à 21h. Un cocktail vous sera également proposé. Alors, le club sécurité de l'ARSEC, Thierry. Déjà, club sécurité, je voulais excuser Latifa Akou, pardon. Je voulais excuser Latifa Akou, qui est présidente du club immobilier, avec qui nous avions décidé de co-animer ce sujet, puisque vous l'avez bien compris, c'est un sujet à la fois immobilier et à la fois sûreté.
sécurité, qui m'a appelé hier soir parce que, comme d'habitude, on a tous les mêmes patrons qui vous appellent la veille pour le lendemain pour vous demander un truc qui demande une semaine de délai. Donc elle a bossé toute la nuit. Si tout va bien ce matin, la décerne, elle a livré son dossier, donc elle s'excuse. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, bien entendu, on retrouve nos classiques complices. Patrick Bonnefond du cabinet PBCS, que voilà. Geoffroy Castelnau de DPSA, c'est très connu pour son implication dans le milieu syndical professionnel, qui est le phare qui nous éclaire. Il ne faut pas exagérer, pas loin quand même. Patron d'une très belle boîte de sécurité et d'hôtesse, du reste, il ne faut pas l'oublier. Notre complice qui permet aujourd'hui l'enregistrement, il faut le savoir, parce que tout ça, c'est un coût, et je le remercie encore de sa participation. Hervé Gégaud de l'entreprise Generali, qui nous parlera de son dossier. Étienne Legrand, qui n'est pas là, qui nous rejoindra, qui s'excuse. Et j'ai oublié Christophe Cassin de Alstom Transport, qui n'est pas sur l'île, je m'en excuse. Cassin. Voilà. Donc bienvenue à tous. Je vous rappelle la règle, normalement vers 10h30, on libère tout le monde parce qu'on a tous des agendas très chargés. Donc on va essayer de s'y tenir. On va se faire 4 points et on vous fera réagir entre chaque point du sujet. Pour avoir une interaction de la salle. Non, je vous le rappelle pour mémoire, on a pour ambition de partager nos sujets et on a eu quelques sujets intéressants comme le rôle du CNAPS, dont la présidence, la direction vient d'être remplacée hier. Geoffroy, l'actualité du CNAPS. Vous savez que le président du CNAPS est élu pour 3 ou 4 ans. Il a donc, Alain Boer, laissé sa place en cette fin d'année. Et nous attendions depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la nomination de son remplaçant. Et pour remplacer Alain Boer, c'est pas simple, vous l'imaginez. Et donc, c'est Valérie Derouet qui a été nommée officiellement hier. Elle était déjà vice-présidente du CNAPS. Juste pour info, je crois savoir qu'elle était responsable sécurité nucléaire à l'EDF depuis quelques années. Et donc, nous avons là une personnalité différente. Et moi, je m'en réjouis en tant que fan du CNAPS et de cette organisation, ce Conseil de l'ordre qui essaye d'aider notre profession depuis 2012. C'est une très bonne chose pour la profession et ses clients. Voilà, le CNAPS, qui était le sujet qui est notre police des polices, je ne ferai pas l'affront de vous le rappeler, qui était notre dernier sujet, et le rôle et ses activités. On avait eu à l'époque j'ai un trou, Geoffroy, qui était venu, préfet Sellet qui était venu nous parler. Voilà. Alors, le sujet en introduction. Comme à Paris, les prix montent en flèche, je vous l'ai fait tout à l'heure. On est confronté à plusieurs sujets qui nous amènent à des décisions importantes, parmi lesquelles la relocalisation, j'aime bien le terme, en région ou en grande banlieue. Alors la grande banlieue, je vous rassure, ça commence à Levallois-Perret, à Neuilly, soyons très clairs, pour pas mal de gens. C'est intéressant et ça amènera du reste le fait de changer ou pas de localisation, parce que quand on a des gens de Gennevilliers qu'on ramène à Paris, et j'ai eu le cas, ils se mettent en grève, ils ne sont plus d'accord. Donc il faut arriver à comprendre le pourquoi du comment. Donc une pression importante qui nous amène à relocaliser nos entreprises, souvent en consolidant. Consolidant, c'est prendre 4 bâtiments et faire un seul pour des économies d'échelle. Alors, le sujet de l'économie d'échelle, on l'a abordé avec le club immobilier ici. Est-ce qu'il existe ou pas, on n'en parlera pas aujourd'hui. Je vous laisse sur le sujet. Je crois qu'on l'abordera peut-être un jour. C'est peut-être intéressant du reste. Et le fait qu'il va falloir, depuis maintenant que ce mouvement est engagé une quinzaine d'années, voir un peu ce qu'on en a appris, comment réussir nos implantations, les bonnes et les mauvaises pratiques. Avec un exemple, je le citais en préparation. En 2010, j'ai déménagé Prisma Média de Paris, 4 sites dans le 17e à Gennevilliers, dans une zone en devenir. Et notre grand témoin de commissaire était à l'époque mon complice, il pourra en parler librement s'il le souhaite. Faire travailler des gens dans une zone qui est encore du HLM en déconstruction, des zones en reconstruction, avec tout le fantasme sécuritaire qu'il y a autour, c'est pas une chose aisée. Nous n'avons perdu sur 1250 personnes qu'une seule salariée qui avait dès la première réunion dit qu'elle n'irait jamais à Gennevilliers, elle a tenu parole. Et on compare ce chiffre la même année à une grande banque parisienne qui est allée de Paris à Montrouge, de Montparnasse à Montrouge, c'est 3 stations de métro, qui a perdu plus de 20% de ses effectifs.
Ce qui prouve que sur 2 opérations similaires, à peu près pour les mêmes volumes, 1500 personnes, il y a 2 façons d'aborder le problème. Celle qui permet d'aller en gagnant-gagnant, celle qui permet de n'être qu'un suiveur et d'en supporter les coûts. Donc, nous n'allons pas aborder les 4 sujets. L'état des lieux, vous l'avez tous vu le programme, les enjeux publics-privés, les projets vus de l'intérieur et les facteurs de réussite. Les grands intervenants, vous les avez devant vous, je vous les ai présentés. Et on va attaquer directement la première partie, qui est l'étude pratique. Quand vous en êtes amené à choisir un site, alors vous intervenez quand vous voulez, on va peut-être vous rendre un micro, parce que j'ai monopolisé les deux là. Quand on est amené à choisir un site, la première des questions, je le disais, est-ce qu'on est partie prenante de la décision ou est-ce qu'on subit une décision? Tous autour de nous, tous autant qu'on est, nous avons vécu ce type de problématique. Soit on est appelé pour nous dire où est-ce qu'on va aller, tu vas nous trouver un site, il faut que ça se passe bien. Soit on est convoqué, on dit bah, tu vois, on va là demain matin, tu te débrouilles, je ne veux pas l'entendre parler et ça coûtera tant. Dans tous les cas de figure, on a régulièrement des problèmes de sûreté à aborder. Alors on a abordé tous les problèmes qui sont des marronniers maintenant, hein, le cadre de qualité de vie au travail, le flex office, enfin, tous les éléments qui font qu'on choisit un nouveau bâtiment. Et on s'est posé la problématique de la sûreté parce qu'effectivement, aujourd'hui, hormis quelques grands centres comme le centre de Paris, la Défense, le triangle de Boulogne ou la plaine Saint-Denis, Pleyel, c'est quand même relativement morcelé. Et cette entreprise s'intègre, notre entreprise va s'intégrer dans un milieu socio-économique qui a diverses facettes. Il est toujours plus facile de s'implanter à la Défense, quoique, on le verra peut-être tout à l'heure, que de s'implanter à Bobigny. Il était aujourd'hui, et Generali nous en parlera, assez complexe de s'implanter en 2002, 2004, pardon, le temps passe vite, la plaine Saint-Denis, à l'époque où il y avait encore les résidus du centre d'essai de Gaz de France. Donc, 4 grands quartiers d'affaires qui vont drainer une partie de nos déplacements, mais pas que, comme vous pouvez le voir. On a des problématiques qui sont liées sur Noisy-Mont-d'Est. Hein. La carte que vous avez représente aussi, on pourrait la coller à des problématiques de carte de criminalité, de délinquance, ou pas, du reste. C'est souvent quelque chose qu'il faut voir. Et on s'apercevra très rapidement qu'il y a beaucoup de fantasmes dans l'histoire. Premier exemple, je passe la parole à M. Gégaud, Generali. Oui, alors, Generali s'est implanté en 2004 dans une zone qui était antérieurement une zone industrielle qui appartenait à Gaz de France. Zone où, j'irais, depuis près d'un siècle, on fabriquait du gaz à partir du charbon. Donc c'était un site qui, en l'occurrence, était relativement pollué. Ça fait partie des discussions. C'est le site qui a été choisi également, et ça c'est beaucoup plus connu que pour Generali, c'est le site qui a été choisi pour installer le Stade de France. Stade de France qui a démarré son activité en 1998, comme chacun sait, puisque et Generali s'est implanté en 2004. En fait, le site, on le voit sur la photo en bas à droite, était effectivement totalement industriel et a été refait complètement, puisque, donc, outre le Stade de France, quelques grands magasins, il y a maintenant en fait un quartier d'affaires. Et la particularité de l'expérience de Generali, donc on voit sur la carte, la Google, que Generali, et c'est l'entreprise qui est désignée là en rouge, le Stade de France est à 1000 mètres et l'entreprise se trouve en fait à proximité d'une station de RER D, et vous avez de l'autre côté de l'autoroute une station du RER B qui a donc cette présence entre 2 stations de RER de 2 lignes différentes, comme vous l'imaginez, a été un atout majeur. La particularité de Generali, c'est qu'on était la première entreprise à s'installer dans cette friche et que donc du coup, hormis Generali, il n'y avait rien, pas de voisinage. On a aujourd'hui 5000 collaborateurs. En fait, au moment du déménagement, il a fallu déménager 4000 collaborateurs. Ça s'est fait sur un programme immobilier qui était d'ampleur suffisante. C'est aussi un des critères de choix. Ça a été la taille du programme immobilier qui permettait d'accueillir 4000 personnes. Avec les ratios de l'époque, on était autour de 20-21 mètres carrés du poste de travail. D'où les 85 000 mètres carrés qu'il fallait trouver quelque part autour de Paris.
Le facteur loyer a bien sûr joué énormément. Je voyais sur le slide des Busy Ratio là tout à l'heure, la part 41%, c'est une part énorme des coûts du poste de travail. Et donc ça a été également un facteur majeur. Alors maintenant, pourquoi déménager 4000 collaborateurs sur ce site? Il s'agissait en fait à l'origine d'une démarche de l'entreprise qui était de regrouper l'ensemble des collaborateurs de la région parisienne sur un seul site, sachant qu'on partait de 26 implantations différentes, plus ou moins grandes, et qu'on avait une vingtaine d'entités juridiques différentes, et que donc du coup, ce qui était en perspective au-delà du déménagement, c'était de fusionner les sociétés, d'en faire une entreprise unique, ce qui a été fait effectivement dans les mois dans les années qui ont suivi, puisqu'il a fallu aligner les statuts, négocier, enfin ça a pris un certain temps, mais cet objectif qui était en fait l'objectif premier a été permis par cette implantation unique. Et 2004, c'était quand même une friche. Et bon, un premier point de sécurité de l'époque, je sais que vous n'étiez pas en poste, mais quels étaient les premiers ressentis et comment on réagit? Quels sont les premiers problèmes? Alors en 2 mots, parce qu'on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Comment dire, les axes principaux, effectivement, on y reviendra, mais c'était évidemment la sécurité, puisque la Seine-Saint-Denis a toujours d'ailleurs cette réputation de délinquance, c'est une réputation d'ailleurs qui n'est pas déméritée. Bon, par contre, nous, on allait dans une friche, c'est-à-dire en fait dans un endroit qui était a priori à l'origine industrielle, temporairement complètement désert, et donc la problématique de la délinquance de la Seine-Saint-Denis ne se posait pas du tout dans les mêmes termes dans ce lieu. Il faut savoir qu'à l'époque, en 2010 ou même 2004, on était complètement avec une zone en devenir. Pour ceux que ça intéresse, ici juste derrière, on a le RER B, 2010, il est là. On a la zone des Framboisins qui est là, de l'autre côté du canal. On a la cité des 4000 qui est derrière. On a la cité des Alouettes, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, qui est ici. On a quand même 3 cités très dures. Une zone industrielle, des gares, ça c'était la gare RER, je me souviens des quais, j'y habitais, il faisait 4 mètres de large et les rames passaient à 100 à l'heure. On était vraiment dans un autre univers. Et là, on avait le chantier du Stade de France qui venait d'ouvrir et avait des problèmes de sécurité sur chaque match. Plus une forte délinquance à l'époque, où vous aviez mis en place, on en reparlera tout à l'heure, des éléments de sécurisation des personnels pour les acheminer au métro. Oui, il y avait des navettes, effectivement, entre les RER B et l'entreprise. Voilà, donc on voit sur les cartes qu'on a tout de même un réseau de transport quand même assez intéressant, beaucoup de bus, les 2 stations de RER, et ce qu'on ne voit pas sur le plan, c'est on n'est pas très loin de 2 stations de la ligne 13. Bon, là, il y a une trotte à pied, mais enfin bon, ça peut être, en cas de pépin sur l'un des réseaux, ça peut être une voie de secours. Voilà, elle est là, ici. Deuxième sujet, et on continuera, c'est donc Alstom. Bonjour. Donc effectivement, Alstom est installé à Saint-Ouen. J'allais dire depuis 97, c'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai. Il y a 3 bâtiments sur le site. Le premier des 3 bâtiments que vous voyez ici, qui s'appelle Omega, a effectivement été investi en 97, et les 2 suivants, qui s'appellent Kappa et Sigma, ont été construits et habités en 2009 et 2010. Donc une installation en 2 temps, mais une installation ancienne du coup, malgré tout. Parce que 97, c'était effectivement, Alstom était précurseur dans ce genre d'installation et de réinvestissement de la banlieue, et également, c'est la même chose, de friche industrielle, puisque l'ensemble du site, je reviendrai après sur l'ensemble du site, mais l'ensemble du site, et dont la photo que vous voyez là date d'il y a quelques années, parce que elle est encore la zone est encore très en construction. Oui. Non, maintenant c'est beaucoup plus construit que ça. Et donc l'ensemble du site a été au départ conçu pour être une zone fermée, avec des voies qui reliaient les différents bâtiments qui étaient en fait privatisés. Ce qui a été comme ça jusqu'il y a à peu près 4 ou 5 ans. Et il y a 4 ou 5 ans, dans le cadre justement de la réhabilitation complète de ce qu'on appelle le quartier des Docks à Saint-Ouen, ces voies qui avaient été finalement privatisées ont été ouvertes. Et aujourd'hui, les 3 bâtiments
d'Alstom qui composait en fait un campus ne compose plus un campus, mais compose simplement 3 bâtiments au milieu desquels passent des voies complètement publiques. Ce qui évidemment change la donne en termes d'environnement et de sûreté. On pourra revenir dessus après. Donc 3 bâtiments, je vous disais, que je peux vous montrer, parce qu'en fait on les voit, ils sont déjà là, et à l'époque c'était les seuls. Donc vous avez celui-ci effectivement Omega, qui est le siège, et vous avez 2 autres bâtiments, ici, un bâtiment carré, qui s'appelle Kappa, et ici un bâtiment tout en longueur qui s'appelle Sigma. Et donc ces 3 bâtiments formaient, à cette époque-là, on va dire le campus Alstom. Aujourd'hui, toute la zone a été construite en quelques années, 4, 5, 6 ans. Vous verriez une photo prise hier, ça ne ressemble plus du tout à ça. Et ça ne ressemble tellement pas à ça que vous avez juste derrière le bâtiment Sigma, donc ici. Donc tout ça, ça a été détruit, c'était des usines Alstom, c'est pour ça qu'on s'est installé là. Et vous avez juste derrière ici aujourd'hui le nouveau bâtiment du Conseil régional d'Île-de-France qui a commencé à être habité depuis le mois de janvier. Donc pour ceux qui poseraient la question, Valérie Pécresse n'y est pas encore, mais les équipes sont en train d'arriver. Donc 3 bâtiments qui regroupent aujourd'hui 3150, 3200 collaborateurs pour une surface complète de 60 000 m². Le choix de se regrouper ici, donc comme je vous l'avais dit, du moins, une partie des usines qui étaient là et donc qui constituaient cette friche industrielle étaient des usines Alstom. Le siège d'Alstom Transport à l'époque, juste 30 secondes d'histoire. Là, on parle du siège et de l'installation d'Alstom Transport à l'époque où Alstom avait plusieurs segments, plusieurs secteurs, transport, énergie. Vous avez peut-être suivi que toute la partie énergie a été vendue à General Electric en 2015. Et donc, à Boulogne. Alors, General Electric, oui. La partie énergie qui est implantée dans la tour City Light. Absolument. Mais qui donc n'est plus Alstom. C'est pour ça que c'est important. Tout à l'heure, vous avez présenté comme étant Alstom Transport. En fait, c'est plus le cas. C'est Alstom tout court. Et donc, ces 3 bâtiments-là, et en particulier celui-ci, étaient à l'époque le siège d'Alstom Transport. Donc, un des segments d'Alstom. Et est devenu en 2015 le siège d'Alstom tout court. Et donc, il n'y a pas de lien entre ce changement et le fait de s'être installé là, mais simplement pour vous dire qu'en fait, une des volontés était à l'époque de regrouper l'ensemble de l'activité Alstom Transport sur ce site-là. Et donc vous aviez le siège d'Alstom Transport et un certain nombre de métiers d'ingénierie, et en particulier la signalisation, qui étaient regroupés sur ce même site. Des problèmes de transport, parce qu'effectivement, on a la ligne 13. Voilà. The famous ligne 13 qu'on retrouve à Gennevilliers et qu'on retrouve un peu plus loin, une ligne saturée. Est-ce que ça pose d'autres problèmes? Alors, c'est une ligne qui est saturée, mais c'est une ligne qui existe. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous la prenez au quotidien, elle n'est pas très drôle à prendre. Néanmoins, la ligne, donc la station mairie de Saint-Ouen est à 2 minutes à pied du site. Ce qui a été, évidemment, ce qui est toujours un des éléments très favorables à l'implantation sur ce site. Puisqu'on parle des transports, vous avez également donc, la mairie de Saint-Ouen, qui est un nœud, en tout cas un point de passage de plusieurs lignes de bus, qui fait que finalement, le site de Saint-Ouen, même s'il est évidemment excentré, reste très facile d'accès. Vous avez le métro, vous avez le bus, vous avez également une station RER qui est un peu plus loin pour le coup. On se trouve un peu dans la situation opposée à Generali, où on est plus près du métro avec une RER un peu plus loin où il faut quand même marcher. Mais donc, une zone certes excentrée, certes construite sur d'anciennes friches industrielles, mais facile d'accès néanmoins. Quand je vous parlais des raisons de s'être installé sur cette zone, donc vous avez cette volonté, je dirais, métier et technique de regroupement. Vous avez évidemment l'aspect loyer, qui est bien évident. Juste pour information, et si on refait un petit tour sur quelques années en arrière, vous avez certains employés d'Alstom qui ont commencé avenue Kléber, puis qui sont partis à Levallois pour arriver ensuite à Saint-Ouen. Donc vous avez quand même un petit cheminement intellectuel, et pas que intellectuel d'ailleurs. Vous l'avez fait en plusieurs étapes, c'est un peu plus smart quelque part. On l'a fait en plusieurs étapes. Moins violent, on va dire, comme ça. Aujourd'hui, on parlait des problèmes de sûreté. Aujourd'hui, le site de Saint-Ouen n'est pas, dans l'esprit des collaborateurs, n'est pas considéré comme un endroit dangereux ou un site auquel on se rend avec l'esprit pas tranquille, etc. On y reviendra. Année d'implantation à Saint-Ouen? Donc 97 pour le premier, 97 et le 97 dernier. puis 2009-2010. Et une évolution de la sûreté ou du sentiment de sécurité, insécurité depuis en une quinzaine d'années, une vingtaine d'années?
Oui, enfin je dis oui. Vous avez deux aspects, vous avez le ressenti et vous avez j'allais dire le réel. C'est exactement la double question dont on parle aujourd'hui. Absolument. Alors au niveau du ressenti, je dirais que le ressenti est plus favorable aujourd'hui qu'il l'était en 97. Aussi parce que vous aviez tout un côté méconnaissance et départ vers l'inconnu, bon, pour ne pas dire vers l'aventure. Néanmoins, donc ça c'est le ressenti. Moi je vous dirais que dans les faits, on fait aujourd'hui plus face à un certain nombre d'actes de petite délinquance qu'on le faisait il y a quelques années. On est plus proche de l'incivilité que de l'insécurité, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais l'un comme l'autre augmente tranquillement nous concernant. Et ça s'explique. Ça s'explique parce que quand vous voyez la photo, là, en fait, il y avait quasiment que Alstom au milieu de grandes friches industrielles. Et donc finalement, vous avez aussi, comme vous en parliez, des cités autour, etc. Mais c'est un lieu qui était finalement assez peu fréquenté. Aujourd'hui, parce que tout a été construit, parce que vous avez des entreprises qui arrivent, parce que vous avez des habitations qui arrivent également, eh bien, comme partout ailleurs, tous ces nouveaux bâtiments drainent un certain nombre de flux de personnes. Et donc, du coup, j'allais dire mécaniquement, drainent également un flux de personnes plus malveillantes dans la foule des autres. Et donc, le taux de petits larcins augmente tranquillement. Et ça, on l'observe au plan individuel, mais également au plan collectif sur les intrusions, pas les intrusions de grande envergure, les petites intrusions ou les tentatives d'intrusion sur nos sites qui sont en train d'augmenter. Oui, merci. Alors, bonjour. Moi, je viens là en tant que témoin de l'installation de Prisma Media à Gennevilliers. Bon, Gennevilliers, c'est la ville populaire, emblématique, théâtre de violences urbaines, qui est classée régulièrement jusqu'il y a à peu près une dizaine d'années dans les villes les plus tendues de l'Île-de-France. À chaque fois qu'il y avait des plans d'action républicains visant à regagner du territoire, vous aviez Gennevilliers qui était en tête, avec des quartiers comme le Luth notamment. Et c'est intéressant ce que vous venez de dire, monsieur, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que la clientèle du petit délinquant n'est pas forcément la clientèle de la cité du coin. Pour une raison très simple, c'est que le gars qui vend sa barrette de shit au pied de l'immeuble, en fait, il est complètement accroché à son territoire. Dès que vous le sortez du territoire, il est en situation de panique. Donc, ce n'est pas le gamin que vous allez retrouver dans Paris en train de délinquer. J'aime bien ce verbe, délinquer. Vous ne le retrouvez pas dans les rues parisiennes, ce gars-là. Lui, vous le retrouvez dans son petit milieu avec ses copains qu'il a toujours connus. Il connaît les coursives par cœur, il connaît toutes les caves, il sait par où il doit passer si les flics font une descente. Et ça n'a rien à voir avec la clientèle que vous risquez de rencontrer au travers de vos salariés. Je prends un exemple. Vous montez une boutique comme ça de plusieurs milliers de mètres carrés. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, vous allez attirer une clientèle de voleurs d'occasion. Alors, quand je dis d'occasion, c'est le type qui se lève le matin et qui a pour objectif d'arriver à rentrer dans une entreprise et de piquer un sac à main. Je sais qu'à un moment, vous allez parler de statistiques. Bon, moi, les statistiques, je ne vous cache pas que ça fait longtemps que j'y crois plus du tout. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent vous faire dire aussi bien que Saint-Ouen est un coupe-gorge que Saint-Ouen va beaucoup mieux. Pour une raison très simple, à mon sens. C'est que vous avez une population, par exemple, de 2000 salariés dans un bâtiment de cette taille-là. Il suffit qu'il y ait un vol de sac à main et vous avez tous vos salariés qui considèrent que la boîte n'est plus sécure. Et vous, aussi bien responsable sécurité de l'établissement que le policier du coin, vous aurez fait le maximum pour que ça ne se produise pas. Et ce simple fait-là va mettre à mal tout votre travail pendant des mois et des mois et des mois. Donc, si vous voulez, la statistique, et vous aurez beau asséner devant les salariés des chiffres rassurants en expliquant avec des courbes, des camemberts, et tout ce que vous voulez, la personne qui travaille au service achat et qui s'est fait piquer son sac à main et qui a perdu les clés de la maison, et badadi badada, eh bien, elle va vous dire, moi, monsieur, je ne me sens plus en sécurité pour venir ici. Donc, cet élément stat, bon, à mettre en avant quand ça peut nous servir, mais ce n'est pas essentiel dans l'esprit des gens. La clientèle, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est ceux qui rôdent, et il y en a quand même un bon paquet toute la journée pour essayer de rentrer dans les boîtes. Alors, je ne veux pas non plus trop monopoliser la parole, mais j'expliquerai un petit peu ce qu'on avait fait avec Prisma Media et avec d'autres sociétés, parce que Gennevilliers est une ville qui a beaucoup changé de visage. Au cours des 10 dernières années, on a vu arriver Thales, 9 bâtiments, 4200 ingénieurs. Vous voyez déjà le niveau de clientèle que ça représente. On a vu arriver, enfin ils étaient déjà là, mais ils ont changé de siège. Le groupe Chèque Déjeuner, 3200 salariés. Là aussi, beaucoup de monde.
On a vu Prisma, on en a vu d'autres, et ça s'est plutôt pas mal passé. Mais peut-être que j'en parlerai un peu plus tard. Effectivement, on reviendra sur un peu plus tard. Donc attention sur les chiffres. Gennevilliers, bon, Prisma Media, dans une zone de devenir, on avait la Cité Rouge qui est ici, qui a été rasée en partie. Donc et ça fera partie du deuxième sujet, quand la mairie, quand les élus décident de reconquérir un territoire pour en faire un territoire d'économie d'habitation, il existe des clés. Nous sommes tous acteurs, on en parlera tout à l'heure. Donc Prisma Media, je vous en ai parlé, 24 000 m², 24 000 collaborateurs, avec un énorme immeuble. Alors on était là, hein. Un immeuble dont j'ai oublié le nom, j'ai un trou, bon, peu importe, 50 000 m² à moitié vide, des friches industrielles, des trafics d'autocars, de machin, enfin c'était quand même un peu dantesque au tout début, mais on a pris le pari d'y aller et on a eu raison, et on verra pourquoi. Et on a eu raison, puisque déjà quand on a regardé les chiffres de la délinquance, alors le commissaire en parlait tout à l'heure, on peut le faire dire à peu près ce qu'on veut la délinquance. Moi ce qui m'avait intéressé c'était un chiffre. Nonobstant le fait que suivant, vous m'arrêterez si je dis une bêtise, suivant les années et les volontés politiques, on déclare ou pas, ou on prend en compte certains chiffres de délinquance, ce qui fait que ça donne des coups de boutoir sur la politique générale. Peut-être que je dis une grosse bêtise, hein. C'est en tout cas le sentiment que ça pourrait donner. Toujours est-il que les chiffres, quand ils sont quand même régulés, qu'on les projette sur plusieurs années, donnent des chiffres intéressants. Et j'ai une question, on en parlera tout à l'heure. Lors d'un comité d'entreprise, j'ai un élu CGT qui m'a dit « Gennevilliers est une ville extrêmement dangereuse ». On avait préparé le coup et les chiffres à l'époque étaient clairs. C'était 15 agressions pour 10 000 habitants à La Défense, 7 pour 10 000 à Gennevilliers. C'était clair, le chiffre était posé. Donc Gennevilliers est une ville 2 fois plus sûre que La Défense, contrairement aux apparences. Et on ne parlait même pas des chiffres de Levallois, qui est connu pour sa police, ses caméras, etc., qui était monté à 17 la même année. 17 pour 1000, c'est-à-dire 2 fois et demi plus dangereux que Gennevilliers. Alors, effectivement, quand vous rentrez dans le détail de ces chiffres, et non pas en snapshot, un Polaroid sur un exercice, mais sur la durée, vous apercevez que vous avez des vrais chiffres qui peuvent expliquer la réalité, nonobstant l'accident de parcours du collaborateur, qui est bien entendu secrétaire du CE, qui se fait voler 100 € dans son bureau, qui va condamner toute la population, sauf son voisin, qui est l'auteur du délit. Ce qui est souvent le cas, du reste, vous le savez, un vol sur 2, c'est de l'interne. Quelques chiffres à Paris. Alors, vous les retrouverez, c'est les chiffres de quelle année? 2017, hein. Voilà. Ils sont assez intéressants. On s'aperçoit qu'on a des variations, des évolutions. C'est sous ça qui est intéressant. C'est relativement stable. On a quelques départements qui sont en évolution. Le Rhône, un peu normal. Souvent, ce sont des évolutions qui sont simplement liées au fait que la population augmente, que l'activité augmente, plus que dans la criminalité elle-même. Puisque quand il y a 20 000 personnes et qu'on prend les chiffres en quantité, non pas en pourcentage, on peut leur faire leur donner des évolutions. Voilà. Vous les retrouverez dans la présentation qui circulera. À ce stade, on a envie de se poser quelques questions. Quand vous avez, vous, et c'est une question que je m'adresse à ceux qui veulent témoigner, quand vous avez développé un projet, quelles étaient les positions des différents départements? Alors, on se pose souvent le problème de la sécurité, de l'immobilier, du financier qui dit super, on va gagner de l'argent. Quand parlent les RH, quand dit le juridique, quels sont les types de questions qui peuvent se poser, que vous avez eu à répondre? Est-ce qu'il y a des retours dans la salle? Avant de faire un retour chez nous, dans nos intervenants. Sur la question RH, est-ce que vous avez abordé ce problème dans les modifications d'implantation? Alors, premier débat. Il y en a, Alstom, vous voulez répondre faire un retour d'expérience? Alors, un retour d'expérience, ça va pas vraiment être le cas, puisque comme je vous l'ai dit, notre implantation date depuis il y a quelques années maintenant, et je n'étais pas encore ni en poste, ni même chez Alstom. Néanmoins, je peux vous dire oui qu'en termes de RH, quand on parle de relocalisation dans des secteurs de ce type-là qui sont connus ou en tout cas vécus comme étant des secteurs non sécurisés, la réaction numéro 1 des RH est on va avoir du mal à faire venir les gens. Et donc on a plutôt un sentiment non pas de frein ou d'opposition, mais en général la population RH est la première à dire donc il va falloir penser à des mesures particulières pour faciliter, fluidifier ce déménagement. Et ceci dit, c'est tout à fait vrai. Mais donc pour répondre à votre question, je pense que les premiers à lever le doigt, une fois que le financier, etc., ont manifesté leur contentement, les premiers à lever le doigt, en général, sont les RH pour dire attention, au niveau humain, on va d'abord changer. Et quel que soit le changement, ça veut dire forcément un besoin d'accompagnement.
Ensuite, on va changer a priori dans l'inconscient général, on va changer en négatif, ou en tout cas en moins. Donc ça veut dire un deuxième cran dans l'accompagnement. Et toutes ces notions-là, en général, sont plutôt, je dirais, levées par la population RH. Je ne sais pas si Generali... Alors, pour Generali, en fait, l'objectif premier était le regroupement des sociétés. Donc on était, finalement, c'était le thème qui était un peu en majeur. On a eu à l'expérience assez peu de départs de l'entreprise lors du déménagement, mais il faut reconnaître que les RH étaient effectivement aux premières lignes de ce travail pour rassurer, pour travailler. Ils ont beaucoup travaillé sur les temps de transport, peut-être même plus sur les temps de transport que sur les problématiques de sécurité. Ils ont eu d'autant plus de travail que, comme je vous le disais, en fait, on était à l'époque une myriade d'entités juridiques et qu'il y avait donc autant d'instances représentatives que de sociétés. Donc, du coup, je pense que alors, je n'étais pas moi dans le projet de déménagement à l'époque, mais je pense que pour eux, ça a été effectivement un très gros travail avec les partenaires sociaux. La conclusion en est que 3 ans après l'implantation, quand les jeunes diplômés, les jeunes stagiaires osaient franchir le Rubicon, arrivaient à Gennevilliers, Gabriel Périg, arrivaient sur le site, on avait fait 50% de l'embauche par la qualité de vie au travail, par la qualité du bâtiment. Donc c'est quand même une chose qu'il ne faut pas oublier. Côté RH pour nos prestataires, Geoffroy. Non, j'ai rien de particulier à dire là. Une question concernant, alors ça concerne aussi le cancer. Quelle est l'idée? Est-ce qu'il est intéressant de recruter localement? C'est un sujet de fond parce qu'on entend souvent ça dans les débats. Oui, mais vous réglez vos problèmes d'implantation en recrutant localement. C'est vrai, c'est pas vrai, comme ça? Alors, ma position est la suivante. Il faut absolument dédiaboliser tous les quartiers populaires parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas dans les cités que vous avez les bandes de voyous hostiles qui vont venir flinguer votre projet. Pour une raison très simple. Moi, c'est ce que je me tue à dire aussi aux policiers qui m'entourent. Quand vous rentrez dans un immeuble, 99% des habitants de la cité la plus pourrie de France, ils ne sont pas hostiles aux flics, loin de là. Ils vont vous dire dans la cage d'ascenseur, une fois que tout est fermé et que les petits bandits du bas ne peuvent pas les voir, « Merci monsieur d'être là, on a vraiment besoin de vous, revenez dès demain si vous pouvez ». Donc l'hostilité, elle n'est pas chez les habitants. L'hostilité, elle est chez, 1%, 2% de la population, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de rien faire et de travailler, enfin en tout cas de travailler, de vendre le produit interdit, quel qu'il soit, au pied de l'immeuble et de gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc le problème, ce n'est pas dans le profil du recrutement. Le problème, c'est dans la qualité professionnelle de ceux que vous avez sous la main. C'est vrai que dans certaines villes, on a à dessein stocké là, en gros, tous ceux qui n'avaient pas de formation professionnelle, qui avaient raté le train de l'école, qui n'avaient pas saisi la main du Pôle emploi ou en tout cas de ce qu'on peut leur proposer comme boulot. Et vous vous retrouvez avec une population qui, de toute façon, ne peut pas être embauchée chez vous parce que pour peu que vous arriviez avec des métiers extrêmement techniques, l'assurance, la banque, la presse, comment voulez-vous embaucher un type qui s'est arrêté à l'école en 5e, qui ne sait pas mettre 2 mots l'un derrière l'autre sans faire une faute d'orthographe? C'est un peu compliqué. Alors je suis, moi, en revanche, absolument pas favorable à l'idée, effectivement, de copiner avec le grand frère du quartier pour essayer de l'embaucher comme vigile à l'entrée de l'immeuble. Ça, c'est la bêtise à ne pas commettre. Alors je pense que ça ne se fait pas dans des grands groupes comme les vôtres, parce que vous avez les conseils de personnel avisé et de sociétés de conseil qui vous donnent les avis les plus éclairés. Mais il faut éviter absolument le copinage avec la petite pègre locale. Ça n'est absolument pas rentable, ça ne vous amènera jamais le calme. Au départ, ça va être tranquille et très vite, les gars vont sentir comment ça marche chez vous et vont arriver à essayer d'entrer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, votre boîte, quand vous arrivez avec 2000, 3000, 4000 salariés,
Pour le gars qui est sur place, vous êtes comme l'équipe adverse qui vient au match du dimanche après-midi sur le stade de foot. Hein. Vous venez sur leur terrain, vous installez et vous allez en gros capter de la richesse. Alors là, pour eux, ça pose un problème. C'est-à-dire, soit ils arrivent à vendre la barrette de shit aux petits salariés qui, une fois la semaine terminée, se disent « je vais me régaler à la maison ce week-end, j'en profite, je fais un petit détour, j'en achète pour 20 €, je rentre à la maison. Ah, » on a vécu ça. On a connu, oui. Voilà. Ou alors, vous avez le type qui se dit « comment je vais arriver à les piller le plus possible parce que les ordinateurs qui sont au rez-de-chaussée que je vois à travers la vitre, ils me tentent, ils sont intéressants et je vais essayer de les négocier sur le marché parallèle dès que j'aurais pu mettre la main dessus. » Et ça aussi, on l'a connu. On l'a connu, oui, effectivement. Avec des gens de la région, on va dire ça comme ça, pour rester politiquement correct. Du coup, ça nous permet de rentrer directement de plein pied dans le deuxième thème, qui est les enjeux publics-privés, et qui vont nous permettre de rentrer dedans. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics doivent être présents lors de l'implantation ? Et quels sont les rapports avec la gestion des forces de l'ordre et quels sont les projets de partenariat ? C'est la partie sociétale, le troisième point, vous l'aurez compris. Je veux bien faire un tout petit témoignage sur Gennevilliers, parce que je l'ai vécu, donc j'ai l'avantage sur vous, donc je monopolise un peu la parole. À l'époque, le maire de Gennevilliers s'était largement impliqué dans les comités d'entreprise, dans les réunions publiques organisées par l'employeur pour vanter la qualité de vie à Gennevilliers. Alors, ça paraît paradoxal, mais l'équipe municipale avait vraiment fait un énorme boulot de caresser le sens du poil, d'apprivoiser, de rassurer. Vous étiez vous-même venu aux réunions publiques, qui n'étaient toujours pas très bien accueillis. Du reste, on avait une franche hostilité de nos collaborateurs qui ont été parfois mal polis vis-à-vis des représentants de la force publique. Et effectivement, alors la question comment trouver l'information ? C'est clair que si vous implantez sur une zone à risque, on a parlé de Gennevilliers qui est maintenant un peu du passé, grâce au travail qui a été fait par votre équipe, entre autres, il faut impérativement rentrer dans le dur. Alors, on lit dans nos métiers, il faut tisser le réseau social, mais là c'est primordial, c'est même pas tisser, c'est le préalable. Si vous n'avez pas le concours des services économiques de la ville, de la mairie, des forces de l'ordre, voire des transporteurs locaux, vous n'arriverez pas à grand-chose, si ce n'est, oui, mais au bout de 5 ou 10 ans. Et vous avez perdu votre implantation. Donc, quels acteurs s'adresser ? Je vous laisse rebondir pour vos témoignages. C'est l'intérêt du club. Si vous ne nous racontez pas votre vie, on ne fera que délivrer un message dans un seul sens. Ça a assez peu d'intérêt en soi. Donc, en gros, en résumé, l'après-co, c'est mairie, services économiques, services sociaux. Et on verra pourquoi. Il faut être avec eux, il faut les connaître. Il faut les connaître déjà, savoir qui vous êtes, se présenter. Et puis, les forces de l'ordre. Pourquoi rentrer avec les forces de l'ordre ? Le commissaire a un peu dévoilé son sujet, donc je lui rends la parole. Bien, alors déjà, petit détail, selon que vous allez atterrir en petite couronne ou en grande couronne, vous n'aurez pas la même organisation policière en face de vous. La préfecture de police, qui est une grosse maison avec beaucoup d'ancienneté, une histoire très forte, elle couvre toutes les 92, 93, 94. Et dès que vous allez franchir le 95, 77, 91, 78, vous allez tomber sur la direction centrale de la sécurité publique, qui est une autre maison, parfois en concurrence avec la préfecture de police, et avec une organisation qui n'est pas tout à fait la même. Genre, je prends un exemple. Lorsque vous avez décidé de l'implantation, on va dire n'importe quelle commune de la proche banlieue, vous allez rentrer en contact avec le commissariat et la personne, à mon avis, idoine qu'il faut absolument contacter et se mettre dans la poche, c'est le BIVP. Alors ça s'appelle officiellement un bureau d'information et de voie publique. Souvent, le bureau se réduit à une seule personne. C'est le collaborateur le plus proche du patron du commissariat. Pourquoi ? Parce que c'est ses yeux et ses oreilles sur la commune. C'est lui qui est chargé d'aller connaître les entreprises, les patrons des boîtes, là où il y a un problème, les mouvements sociaux, les préparations de visites ministérielles, des trucs comme ça. Ce BIVP, s'il fait bien son boulot, c'est un partenaire essentiel pour vous. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Et c'est lui qui va vous permettre, en gros, d'accélérer certaines manières d'être traité dans le commissariat. Je prends un exemple. Vous parliez, M. Cadio, de la manière dont on va accompagner le personnel. Un truc tout bête. Lorsque vous connaissez le BIVP et que vous arrivez à négocier avec lui une prise de plainte sans attendre à l'accueil pour le personnel de la boîte, vous imaginez la prestation que vous offrez à vos collaborateurs ? Ça veut dire qu'au lieu d'aller passer le soir en rentrant du boulot 3 heures au commissariat du 14e arrondissement ou du 19e arrondissement pour déposer une plainte pour une dégradation de voiture, si vous vous entendez bien avec le BIVP, il vous organise un petit rendez-vous à 14h30, le salarié il y va, il passe en une demi-heure, il revient avec sa plainte, il l'envoie à son assureur, il est content. C'est le genre de prestation que le commissariat bien tenu et bien organisé et en phase, en synergie avec la boîte qui s'installe peut proposer. Je confirme. Mais il n'y a pas que ça. Il va falloir que vous soyez en très bon terme avec les patrouilleurs et les enquêteurs. Parce que tout ça, c'est une chaîne pénale, comme on l'appelle. C'est une chaîne pénale qui nécessite que les anneaux soient bien accrochés les uns aux autres.
Si vous faites venir les patrouilleurs autour de votre siège parce qu'il y a un petit souci ces derniers temps, mais que derrière l'enquêteur, il ne sait même pas à quoi correspond votre entreprise et les enjeux économiques locaux qu'il y a sur place, les patrouilles vont se traduire par des interpellations. Les interpellations vont se traduire par des présentations du gars au commissariat dans le meilleur des cas, et puis ensuite, parfois, plus rien. Donc il faut absolument qu'à ce moment-là, vous soyez par exemple en contact avec le patron du commissariat ou le BIVP pour dire attention, ça fait 10 jours qu'on a une bande de rigolos qui génère de l'insécurité aux abords de l'entrée de l'entreprise, le matin, le soir, entre midi et 2, peu importe. Là, vos gars sont intervenus, ils viennent d'en attraper 3. Merci d'apporter une attention particulière à ce dossier. Pour une raison très simple, c'est que la masse de travail qui est abattue par un commissariat, elle est colossale. Les types là-dedans, ils tournent un peu comme des V2. Et il faut vous donner une idée que sur une vacation de 8 heures, un patrouilleur il va faire à peu près une vingtaine d'opérations. Alors, autant vous dire que dans la masse de tout ce qu'il fait et tous ses collègues, c'est incroyable le taux de perte qu'il y a. Donc il faut éviter ce taux de perte qui est parfois nuisible pour le bien-être de vos salariés. Et il faut absolument que vous soyez en relation étroite avec... Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les échanges de portables, ça veut dire le coup de fil sans gêne, quelle que soit l'heure. Enfin, moi, ça a toujours été ma politique. Et je pense qu'elle est bénéfique pour l'entreprise. Et en fait, il faut arriver à trouver dans le commissariat celui qui va vous regarder comme un créateur de richesse. Et ça a toujours été mon leitmotiv, c'est de dire, moi, vous êtes des créateurs de richesse dans la commune, et il faut absolument que ça se maintienne, parce qu'on ne fait pas des gens heureux dans des communes où il n'y a pas une seule entreprise, parce que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'impôt. Et s'il n'y a pas d'impôt versé, qu'est-ce que vous voulez faire pour réaménager les immeubles, refaire des voies routières qui tiennent la route, créer des services sociaux ? On prend l'exemple de Gennevilliers, puisqu'on en parle, mais c'est un peu partout le même problème. C'est 190 millions d'euros de budget communal. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le type qui travaille au SMIC et qui habite à la HLM du quartier du Lutte qui verse ces 190 millions d'euros. La taxe qui est versée par les habitants, elle est ridicule par rapport à la masse de taxes qui est versée par les 5-6 grosses boîtes qui sont sur place avec des milliers de salariés. Donc ces taxes qui sont versées à la commune, il faut absolument qu'elles se maintiennent. Et c'est ce que je disais au nouveau maire. Je disais attention monsieur, parce que si vous commencez à maltraiter certaines boîtes, vous allez voir le nombre d'euros qui tombent dans votre escarcelle baisser. Et ce chiffre-là, il est essentiel pour vous. 190 millions, vous divisez par 43 000 habitants, ça fait en gros presque 5 000 euros par habitant qui tombent, auxquels s'ajoutent d'autres subsides qui arrivent de l'État et d'ailleurs. Autant vous dire qu'avec ça, ça permet de faire une ville sympa, quoi, avec des espaces verts, avec un soutien, quand ce n'est pas de l'assistanat complet de certaines catégories de population. Donc ça, c'est très important. À titre d'exemple, sur Gennevilliers, une des principales entreprises que je connais très bien, c'est 1% du budget communal. 1%. Donc, quand une entreprise qui ne tient que 24 000 m², comme ça vous l'aurez reconnu, elle n'est pas nommée, elle s'en va, c'est 1% du budget en moins. Ça veut dire qu'on a quand même un poids économique important. Je vous parlais tout à l'heure de relations avec les services économiques. En dehors de l'emploi, c'est la fiscalité. Et d'où l'intérêt justement d'avoir une bonne relation au quotidien. Voilà. Alors, je reprends rapidement la trame de votre présentation. Les flics, ils peuvent vous mettre en place plein de choses, parce qu'en fait, on est dans un métier, si vous voulez, d'adaptation constante à l'événement. Nous, notre truc, c'est l'urgence. On est piètre gestionnaire, aussi bien en matériel qu'en humain. En revanche, pour gérer l'urgence, ça, c'est notre cœur de métier, et on sait faire. Donc, dans l'ensemble, ça se passe plutôt pas trop mal. Le tout, c'est de taper à la bonne porte. Souvent, moi, j'ai des partenaires qui me disent « Ah, je suis venu au commissariat, je suis tombé sur quelqu'un, il m'a dit qu'on ne pouvait pas faire. » Je lui dis, mais t'es parlé à qui ? Ah, je sais pas, le petit mec là qui était derrière le comptoir. Je lui dis, forcément, tu demandes à un gars qui n'a pas le prisme pour prendre des décisions. Forcément, le résultat, il va être assez pitoyable par rapport à ce que tu peux espérer de l'institution. Si tu t'étais adressé à moi ou à un de mes collaborateurs directs, forcément, tu aurais eu une prestation autre de meilleure qualité. Donc, votre relation avec le service de police, il va être aussi fonction de ce que vous-même vous imaginez. Parce que si vous n'imaginez pas ce qui peut arriver à vos salariés, si vous voulez, ça va être un peu compliqué de réagir après coup. Qu'est-ce qui peut arriver à vos salariés ? Le gros problème, c'est entre la sortie du transport en commun jusqu'à l'arrivée au siège de la boîte. Ça, c'est le cheminement. On pourra en reparler peut-être un peu plus tard. Après, vous avez dans la boîte tout ce qui est l'accès, le contrôle d'accès, les images vidéo de ce qui rentre et tout. En gros, si vous voulez, aujourd'hui, le policier français, ce qui l'exaspère, c'est de prendre une plainte qui n'aboutira à rien et qui est une perte de temps monumentale sans résultat pratique derrière. À partir du moment où vous, entreprise, vous arrivez en disant, voilà, il y a un type qui a piqué le sac à main d'une secrétaire dans un bureau. On l'a coincé. Très bien. Il avait le sac sur lui ? Ah non. Bon, mais est-ce qu'on le voit en train de voler le sac ? Ah oui, j'ai la vidéo, on voit tout. Mais pour lui, c'est pain béni, parce qu'il se dit, voilà une affaire rondement menée, ficelée, pour laquelle je veux pouvoir expliquer au procureur de permanence qu'est-ce qui s'est passé.
Et vous savez que la parole du flic, aujourd'hui, elle ne vaut pas grand-chose par rapport à l'image. Et quand vous sortez l'image, ben, même si le gars est chic, il ment, il dit « c'est pas moi, j'ai rien fait », avec cette image du vol en cours, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que ce gars-là, il va passer sous les fourches codines de la justice. En revanche, si vous arrivez en disant « oh ben voilà, on s'est fait piquer, mais on ne sait pas, on a contrôlé personne, on n'a pas vu, on n'a pas d'image », bah forcément, c'est moins motivant pour celui qui est toute la journée accroché à son ordinateur pour prendre des plaintes. Donc ça, imaginez ce qui peut arriver et à vous après de placer la vidéo là où il faut et le contrôle d'accès. Et de la maintenir en état, la vidéo, surtout. Ah, ça, c'est un énorme problème derrière, hein, ça c'est clair. La configuration des lieux, c'est important. Je prends un exemple. Normalement, les commissariats doivent être consultés pour les rénovations urbaines et l'aménagement des quartiers. Je me suis retrouvé assez régulièrement avec un type qui arrivait d'un bureau genre Veritas, Securitas, ce que vous voulez. Et le gars me vendait un truc fantastique en me disant « Monsieur, toutes vos prescriptions sont obligatoires pour nous, elles seront respectées à la lettre. » Ah ben c'est parfait monsieur. Je vais vous dire moi ce que je veux en priorité. Je veux que l'accès au parking souterrain de votre immeuble, alors là on parle d'un aménagement urbain, hein, mais c'est pareil pour une entreprise. Je veux que l'accès à votre parking souterrain soit doté d'un pass Vigic dont moi j'ai le pass universel et qui me permet de faire rentrer mes patrouilleurs sous l'immeuble la nuit. Oui, c'est une excellente idée, on va le faire. L'immeuble se construit, je vous jure, hein, je suis allé vérifier, pas de pass Vigic. Donc en gros, le gars, il m'a raconté une histoire fantastique pour obtenir, entre guillemets, l'aval de la police qui va dire « bah oui, j'ai bien été consulté », c'est ce qu'on appelle l'enquête de sécurité publique, sauf qu'à la fin, il y a un coût, personne ne veut assumer le coût, on ne fout pas le Vigic. Ça, entre nous, l'installer un Vigic, ça ne vaut même pas 1 000 €, hein, le câblage, le poteau, tout ça. Et pour 1 000 €, eh ben, on n'a plus aucun flic qui rentre sous l'immeuble, alors que vous avez des centaines de bagnoles qui sont garées en souterrain, et bien entendu, derrière, ça génère de l'insécurité, tout comme ça. Alors, à l'échelle de l'entreprise, on peut prendre d'autres exemples, mais si, au moment de la conception, vous pouviez juste dire, ça serait bien qu'on demande à un mec du commissariat son avis avec l'architecte. Voilà, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'on met des grilles au rez-de-chaussée? On n'en met pas. Si on ne met pas de grille, comment on fait? Est-ce qu'on met un radar? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait là? Chez Chèque Déjeuner, ils ont fait une douve. Ils ont mis un espèce de couloir de flotte tout autour de l'immeuble. C'est sur pilotis. C'est génial, c'est très joli. Mais en même temps, ça freine énormément, quoi. Voilà, hein. Et comme par hasard, il n'y a pas de vol. Hein. Alors, en tout cas, il n'y a pas de vol venant de l'extérieur. Donc apporter les preuves, ça c'est important. Nous consulter dès le départ, je pense que c'est pas mal aussi. Le contrôle d'accès, c'est essentiel. Nous, il faut absolument que... Un truc tout bête, vous distribuez des badges à 2000 salariés. Enfin, j'espère qu'aujourd'hui, on a évolué et qu'on n'en est plus à se dire « Ah ben, il s'est fait piquer le badge il reste toujours actif. On ne peut pas l'annuler. » Ou tout bêtement, « Ah ben moi, je ne sais pas lequel je lui ai donné. Donc, je ne sais pas lequel je vais annuler. » Ah d'accord, et là on fait quoi? Ah ben je sais pas, pour le moment on va lui en donner un autre, et puis celui qui a été piqué, ben, comme on ne sait pas lequel a été piqué, on laisse tourner le badge dans la nature. Ça n'est pas possible aujourd'hui. Enfin, je veux dire, si vous arrivez sur ces terrains-là, ne soyez pas étonnés derrière d'avoir une boîte qui est une véritable passoire. Hein. Il n'y a plus de débat aujourd'hui, les badges avec photo, c'est quand même la clé. Et pour avoir interpellé personnellement des gens avec des badges volés, parce que justement la photo n'était pas tout à fait la même chose, ça permet une simple hôtesse de donner l'alarme. Ce qui n'est pas son cœur de métier, mais ça vous donne une première ligne de défense assez facile. Bien sûr, d'autant qu'à mon sens, vos salariés, ce qu'ils attendent des services généraux et de toute la catégorie de personnel qui est chargée de réfléchir à la sécurité de l'ensemble, ben, ce qu'ils attendent, c'est quelque part d'être un peu pouponné, d'être un peu protégé. C'est ça que vous allez leur vendre quand vous allez leur dire « Viens, on va s'installer dans telle banlieue ». On va leur dire « Mais attention, là-bas, on aura plus d'espace. Bon, ok, mais là-bas, tu seras mieux protégé. Là-bas, on fera ci, on fera ça. » Ça, c'est des choses qui sont essentielles pour eux. Parce que, alors, à la moindre faille dans le dispositif, vous vous doutez bien qu'après, les gars, ils se disent on m'a vendu du rêve et on m'a fait partir en me promettant une prestation qui n'a jamais eu lieu. Mais si vous arrivez, comme vous le dites, à interpeller un type qui était sur le point de voler ou qui était sur le point de rentrer dans l'entreprise, ben ça, après, vous n'avez plus qu'à communiquer sur un succès. C'est quand même plus sympa que de communiquer sur un échec. Hein. Je n'ai même pas besoin de le dire, mais la liste des ordinateurs, pitié, essayez de mettre en place le plus vite possible une liste des ordinateurs. Quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a marre de prendre des plaintes pour des vols d'ordinateurs dont personne n'est capable de nous dire le numéro de série. Alors que nous, en interne, dans la police, on a mis en place le fichier des objets volés. Ça s'appelle FOVES, F-O-V-E-S. Et ce FOVES, si vous voulez, il est alimenté de millions de données. Et nous, quand on retrouve un type qui est en train de faire une vente à la sauvette avec un ordinateur et dont on se doute bien qu'il n'est pas à lui, qu'est-ce que ça peut nous faire râler? Soit de lui restituer quand on tombe sur un magistrat qui n'a pas trop envie de s'emmerder, soit de le placer sous scellé où il va aller pourrir dans un greffe et il ne sera jamais vendu, ni cédé, ni à la fin détruit, au bout de 3 ans, en se disant, merde, il y a quand même un salarié quelque part qui espérait récupérer ses données. Hein. Donc ça, les ordis, il faut réfléchir en se disant,
tout ce qui a de la valeur, qui peut être vendu vite fait sur le bon coin, est-ce que je peux avoir les données numériques qu'il y a derrière? C'est-à-dire, qu'on soit bien d'accord, je retourne l'objet et je vois le numéro qu'il y a dessus. Si c'est pour me sortir des numéros qui n'apparaissent nulle part parce qu'ils sont à l'intérieur de la machine là, ça n'a aucun intérêt. Moi, il me faut le numéro que le flicard de patrouille va pouvoir trouver en retournant l'appareil. Il va se mettre sur sa tablette Néo et il va passer le numéro au fichier. Et dans les 2 minutes, il sait si c'est volé ou pas volé. Voilà. C'est un outil qui est très facile d'utilisation, Foves, hein, ça marche bien chez nous. Donc il faut vraiment s'appuyer là-dessus pour essayer de récupérer le maximum d'informations. Bon, bah, je vous passe même pas les histoires de géolocalisation. C'est vrai, au début, lorsqu'on a démarré la révolution numérique, on s'est tous inquiétés en disant « Oh là là, mais on peut rien faire, on peut pas écouter les téléphones portables. » Vous vous souvenez, au début. « Ah, mais on peut pas... Les mecs, maintenant, ils vont faire ce qu'ils veulent avec tous ces outils. » Mais en fait, pas du tout. Quand on y réfléchit avec un peu de hauteur, on se rend compte que toute la révolution numérique qu'on vit actuellement, elle va nous faciliter énormément la vie pour nous. Aujourd'hui, on arrive à géolocaliser un mec au mètre près, on arrive à faire parler son téléphone, on fait parler son ordinateur, on fait parler son bip de garage. Vous voyez, dans les enquêtes judiciaires, on fait des choses fantastiques qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans. Hein. Et ça, c'est génial. Et ça, on a besoin des boîtes pour ça, hein, parce que vous avez des moyens économiques que nous, on n'a pas. Hein. Un exemple concret, je me suis fait voler un iPhone assez bêtement, parce que comme d'habitude, je me croyais plus fort que tout le monde. Heureusement, il était activé, la fonction localizer aussi, avec les flics de la BAC. Avec les équipages de la BAC, on a tracé le téléphone, on a retrouvé le mec avec le téléphone uniquement sur la localisation de l'iPhone. Donc, comme quoi, c'est des outils qui fonctionnent. Dernier point, n'oubliez pas, quand on parle force de l'ordre, qu'aujourd'hui, vous avez une montée en puissance des polices municipales et que selon la commune où vous allez atterrir, c'est une force qu'il ne faut surtout pas négliger. À mon sens, l'avenir, il est chez les polices municipales. Ils sont en train de mettre en place des réformes législatives qui sont très fortes, qui leur donnent des pouvoirs qu'ils n'avaient pas auparavant, qui leur donnent accès à des fichiers qu'ils n'avaient pas auparavant. Et vous avez des communes, moi je prends par exemple une commune comme Le Chesnay, hein, puisque moi maintenant je suis sur le secteur Versailles, ça veut dire que j'ai 10 communes qui vont de Bougival jusqu'à Loge-en-Josas, ça fait 200 000 habitants, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Hein. Et bien une police municipale comme celle du Chesnay est une police municipale exemplaire, qui marche très 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 bien, qui est souvent en premier sur les interventions, avec un type à sa tête qui est extrêmement novateur dans son esprit, qui sait s'adapter à tout ça, avec qui on est en pleine synergie. Et là, l'idéal, c'est quand ça marche bien entre la police municipale et la police nationale, parce que là, je peux vous dire que ça fait du dégât, quoi. Et effectivement, Le Chesnay est une ville où il y a très peu de délinquance, parce que tout ça est bien tenu, bien quadrillé. Il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez que ça marche, il ne faut pas qu'il y ait des graviers dans le mécanisme, il faut mettre de l'huile. Hein. Et l'huile, il est dans la relation humaine, hein. Il n'est pas dans la note de service. Hein. La note de service, ça fait longtemps que j'y crois plus du tout. Hein. Voilà. Merci. Peut-être que Geoffroy nous donnera un peu plus tard la vision de l'acteur privé, parce qu'on sait que ça arrive maintenant, hein, en renfort des différentes évolutions. Puisqu'on parlait des projets de partenariat, quel partenariat mis en place avec les mairies, sociétales, éducation, participation? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Juste 30 secondes avant de parler des projets de partenariat. J'ai bien conscience que le temps passe, mais pour revenir, enfin pour reboucler sur la façon dont je vois le partenariat, justement, en tout cas la collaboration ou le travail avec les forces de l'ordre. Moi, je pense qu'il y a 3 points, si je devais synthétiser. Le premier point que vous avez abordé, effectivement, et auquel je crois beaucoup, c'est l'analyse initiale de la menace. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir contre quoi on veut se battre ou qu'est-ce qui peut nous atteindre. Et donc le partager avec les forces de police ou les forces de l'ordre locales. Et ils vont y contribuer, d'ailleurs, eux aussi, parce qu'ils ont une connaissance du milieu et du tissu. Le deuxième point, c'est le côté travail en amont. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de réaction, c'est vrai, mais la réaction ne sera bonne ou meilleure que si on a en amont identifié les canaux, identifié les bonnes personnes, identifié les process, identifié tout ce qui pourra et devra être mis en œuvre en termes de réaction. Et puis, quand je parle de travail en amont, c'est le troisième point, il y a tout un aspect que je qualifierais, alors c'est pas le bon terme, enfin de partage d'informations, de renseignements, pour lesquels on peut avoir, et on doit avoir à mon sens, un échange gagnant-gagnant. Les forces de l'ordre peuvent nous apporter beaucoup d'informations et de renseignements sur tant des actions ponctuelles en cours ou à venir que sur l'environnement général, et nous aussi. On peut donner aux forces de police locales, il ne s'agit pas de devenir syndic ou je ne sais quoi, mais simplement d'expliquer un peu ce qui se passe. Donc oui, pour conclure là-dessus, je crois beaucoup à cette collaboration et selon ces axes-là. Pour les partenariats hors forces de l'ordre, je dirais que comme toute implantation, c'est valable en France, c'est valable partout ailleurs,
Chez Alstom, c'est aussi ce qu'on fait quand on va construire une usine en Inde ou en Afrique du Sud ou n'importe où ailleurs. Pour toute implantation, un des premiers points est de bien s'inscrire dans l'environnement avant de parler de protection, de police, de barrières, etc. C'est simplement faire en sorte de ne pas apparaître comme soit une cible, soit un emmerdeur, quel que soit ce qu'on mettra autour de ce terme-là. Et donc effectivement, c'est valable à Saint-Ouen. On a un certain nombre de partenariats à plusieurs échelles avec la mairie, avec des associations locales. Je regardais avant de venir ici pour faire un petit point. C'est peut-être pas la dernière, mais une des dernières actions qu'on ait menées dans ce cadre-là date d'avril 2017, donc il y a moins d'un an. Je pense qu'il y en a eu d'autres à la rentrée, avec des associations de Saint-Ouen. Je pense à une qui s'appelle Sport dans la ville, et avec laquelle en fait on a monté une activité qui s'appelle le Rallye des métiers. Et donc c'est un certain nombre de jeunes de Saint-Ouen à qui on a ouvert les portes d'Alstom pour présenter les métiers, pour présenter l'entreprise, pour présenter ce qu'on y fait, ce que les gens d'Alstom y font. Et ils font à Saint-Ouen, pas simplement le côté voilà, Alstom est une entreprise internationale, on a du monde aux États-Unis, en Afrique, comme ça. Non, mais on a aussi du monde à Saint-Ouen, et à Saint-Ouen, les gens font ça, ils travaillent de cette façon-là. Et ça plaît beaucoup. Et en fait, on a été surpris. Je ne sais pas si on a été surpris, moi je l'ai un peu été, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, du fait que ça a beaucoup intéressé. Et c'est de ce genre, je pense, d'ouverture à laquelle on procède également à travers des stages. Vous savez, les stages que tout le monde connaît à différents niveaux dans la scolarité, en troisième ou je ne sais où. Ces stages-là, chez Alstom, sont prioritairement réservés, enfin, du moins une partie est prioritairement réservée à des jeunes des lycées et des collèges environnants. Et donc on crée comme ça, sinon un partenariat, au moins un lien. Et le lien qui va se créer est la base de toute, je dirais, de la baisse de toute animosité, de toute velléité de nuire de la part de l'environnement local. Donc on a un certain nombre de projets comme ça, de partenariats comme ça. Juste un dernier point pour conclure, en fait ces partenariats ils ne sont pas forcément, et ça c'est intéressant à mon avis, ils ne sont pas forcément, je dirais, top-down. Ce n'est pas forcément le plus haut niveau de la boîte ou du site qui va décider, qui va aller voir la mairie, l'école ou je ne sais quoi. On a, chez nous, des employés d'Alstom qui s'investissent dans l'associatif ou ce genre d'activité et qui, d'initiative, sont allés voir ou ont eu l'occasion d'avoir des contacts avec des associations de ce type-là et qui sont revenus vers l'entreprise pour dire voilà, il y a telle association qui est à 2 rues d'ici ou dans le quartier et qui pourrait être demandeuse. Moi, je travaille dans ce genre de truc où je donne du temps, où je suis bénévole dans telle autre association, on pourrait penser à quelque chose. Et là, on est plus dans une logique bottom-up, pour parler français. Et ça marche aussi beaucoup, ça marche très bien et c'est tout à fait profitable, y compris dans la façon dont ce genre d'initiative peut être perçu à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'on fait, qu'on développe, qu'on encourage et auquel on croit beaucoup et dont les résultats qu'on peut voir pour l'instant sont plutôt positifs. En ce qui concerne donc, le secteur du Landy, donc Generali était le premier arrivant dans cette friche. Donc, en termes de connaissance du terrain, je dirais, ou d'implantation, on pouvait difficilement passer inaperçu. Mais il y avait un enjeu à la fois pour Generali, bien sûr, de réussir cette implantation, mais également pour la mairie de Saint-Denis, pour la région, de propulser un nouveau centre d'affaires. Donc, la réussite de l'implantation de Generali, c'était la réussite également des pouvoirs publics. Et donc, le partenariat existait dès le départ. Que ce soit avec la mairie, avec les forces de police. Et c'est du coup un partenariat, donc ça fait 14 ans, c'est un partenariat qui n'a pas faibli. En fait, on a pris de très bonnes habitudes dès le départ, qui a permis d'ailleurs d'assainir très rapidement les problématiques de délinquance, parce que le partenariat avec le commissariat du Landy a été capital pour cette période de début. Les services techniques de la voirie, évidemment, sont un partenaire très important dans une zone qui démarre.
Et tous ces partenariats, en fait, existent toujours, sont toujours aussi vivaces. Et donc, il y a des liens, même de longue date, entre certains collaborateurs de l'environnement du travail, par exemple, ou de la RH, ou d'autres secteurs, avec les pouvoirs publics. En termes de partenariat, alors un petit peu à l'image de ce que Alstom vit également, on a des partenariats, je dirais, plus à hauteur d'homme, si j'ose dire, en fait, avec des partenariats avec des écoles, des lycées, qui viennent visiter l'entreprise, des collaborateurs généralistes qui sont tuteurs d'élèves, qui éventuellement donnent des conseils dans la recherche d'emploi. Et donc il y a effectivement ces partenariats qui sont des liens qui sont tissés, je dirais, de manière